je connais déjà, j'ai fait 5 mois, je ne pouvais pas aller aux États-Unis, je n'avais pas de billet d'avion. Wow. 500 000 francs en Afrique, on ne pouvait pas trouver. 5 mois, janvier, février, mars, avril, mai. C'est mai, le 25 mai que j'ai pris l'avion. Wow. Et j'ai cherché partout. Ma mère a tout fait. Finalement, elle est allée voir le bac chez tante. Bon, les amis, ceux qui le savent, ça c'est Tchonia. Tchonia, c'est un jeune Sénégalais très ambitieux qui est connu partout hein, pour les œuvres qu'il a fait. Il a quitté le Sénégal très jeune pour aller aux États-Unis en tant qu'étudiant. Et il a un parcours atypique, vraiment. Et il a réussi à s'imprégner aux États-Unis. Il a fait la campagne de Barack Obama. Il est multimilliardaire. Et puis là, il est en Afrique. Il est retourné au Sénégal pour investir. Et il continue d'être ambitieux. Donc, dans cette vidéo que j'ai pris de Parlons de Business, donc de Stéphanie, j'ai suivi cet entretien et je n'ai pas trouvé un meilleur entretien pour donner un exemple par rapport aux étudiants qui souhaitent aller étudier à l'étranger, surtout en Amérique du Nord. Euh, voilà, donc j'ai trouvé cet entretien-là très, 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 très intéressant. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous conseille, si vous voulez aller regarder l'entretien complet, aller sur la chaîne de Parlons de Business. Donc, vous allez voir l'entretien qu'il a fait, qui dure quand même longtemps, mais très intéressant, qui fait qui retrace son parcours, mais en même temps, qui donne aussi des idées de comment est-ce qu'il voit les choses et c'est quoi les difficultés aussi, une fois qu'on est étudiant, qu'on vient à l'étranger et après ça, on décide de retourner. C'est quoi les défis derrière tout ça? Donc, je vous conseille vraiment d'aller regarder cette vidéo car ça va vous être très, très utile. Donc ici, je vais aller étape par étape pour vraiment vous permettre si vous souhaitez aller étudier à l'étranger, de voir si lui, c'est possible ou non. Donc, Tchotnia est parti avec $20 aux États-Unis. Et est-ce que de nos jours, ça fait maintenant 25 ans, avec $20, on est capable de venir étudier à l'étranger? Donc, ça, c'est une question qu'on va se poser durant euh, cette vidéo. Et en même temps, je vais m'arrêter plusieurs fois pour voir comment est-ce que lui, il a fait pour aller aux États-Unis. OK? Même s'il n'a pas beaucoup d'argent. Et ça, je l'ai toujours répété, qu'on n'a pas nécessairement besoin d'être multimillionnaire en Afrique pour venir étudier aux États-Unis ou au Canada. Donc, c'est très, très, très important parce que dans son parcours, on voit que ce n'est même pas une question, ce n'est pas trop une question d'argent, c'est plutôt une question d'ambition, une question d'imagination, une question de vision. Et c'est ça qui, je pense, qui l'a poussé aujourd'hui à devenir ce qu'il est aujourd'hui. Donc, sans tarder, on va aller voir très tranquillement, OK, étape par étape, c'est quoi les points sur lesquels nous allons discuter. On y va. Visa, ils m'ont refusé 3 fois, 4e fois, c'est comme ça que j'ai eu mon visa et j'ai fait. Bon, il a tenté 3 fois le visa et c'est la 4e fois qu'il a obtenu son visa. Donc, moi, des fois, je parle avec beaucoup d'étudiants qui souhaitent venir étudier au Canada et tout. Et je leur ai dit que le visa, quand quelqu'un vous dit que le visa est garanti, c'est faux. Parce que le Canada ou les États-Unis, la plupart, ce n'est même pas une question d'argent pour obtenir un visa. Oui, il y a des preuves de garant financier, mais les personnes qui sont sélectionnées par les différentes ambassades ou les sites, les sections d'immigration, c'est plutôt un privilège. C'est pas parce que tu as 100 millions dans ton compte en banque que nécessairement ils vont te donner absolument le visa. C'est vraiment un privilège. C'est une question de chance, c'est une question d'opportunité, c'est une question d'y croire. Et généralement, toutes les étoiles s'alignent hein, pour vous si vous y croyez. OK? Alors donc, lui, il a tenté 3 fois, c'est la 4e fois qu'il a eu le visa. Donc, c'est pas parce que vous avez tenté une fois qu'on vous a refusé que vous devez baisser les bras. Donc, il faut prendre ça en considération. D'accord? Alors donc, on continue, on va voir. J'avais déjà give up. Je laissais déjà le visa. Ça ne vaut pas la peine. J'ai un visa d'étudiant, je ne peux pas aller. Et on est allé partout regarder. Ma mère, quand on lui dit non. Et puis un jour, ma mère m'a appelé pour dire. Bon, là, il dit qu'il avait déjà give up. Give up, ça veut dire qu'il avait abandonné. OK? Dans le sens qu'il a eu le visa, mais il n'avait pas l'argent pour aller étudier. Il n'avait pas l'argent pour acheter le billet d'avion. Il a passé 5 mois
avant de pouvoir acheter son billet d'avion. Donc ça, c'est capital. Dans le sens que, et puis ça peut faire un débat, hein, dépendamment de comment est-ce que vous voyez les choses. Si vous décidez d'aller étudier au Canada, aux États-Unis, ou en France, ou en Australie, euh, une des choses qu'ils vont me demander, c'est une preuve de ressources financières suffisantes pour pouvoir payer vos études. OK? Dans le cas de Tonya, il a eu son visa. C'est sûr qu'il a fourni toute la documentation qu'il fallait. Il a obtenu le visa, mais il n'avait pas l'argent pour payer son billet d'avion. Et il avait abandonné parce qu'il n'y avait personne qui pouvait l'aider. Il n'y avait personne sur qui il pouvait compter pour acheter son billet d'avion. Alors donc, comment est-ce qu'il a fait pour obtenir le visa? Ça peut être quelque chose qu'on pourrait débattre. C'est sûr que moi, j'aimerais bien l'interroger parce que c'est super intéressant de voir que, et ça, je le dis, les gens vont souvent dire, ah non, pour venir au Canada, tu as besoin de 12 millions, tu as besoin de 15 millions, maintenant tu as besoin de 20 millions. J'ai vu des étudiants qui avaient 1,5 million dans le compte en banque et ils ont obtenu le visa avec 1,5 million. Et c'est pas juste eux, il y en a, la plupart des étudiants qui ont obtenu le visa, ils avaient des fois moins de 5 millions. Et leurs parents n'étaient pas multimillionnaires, ce n'étaient pas des entrepreneurs, ils avaient juste euh, il y avait même que c'était des enseignants, 350 000 francs CFA. Je pense que c'est 600, 700 euros par mois. Et avec ça, la personne obtenait son visa. Il n'avait pas besoin de, voilà, d'extrapoler des montants sur les comptes bancaires et tout, quoi. Voilà, donc je pense que une des choses qui est importante, c'est l'honnêteté dans la démarche. Donc, quand tu fais une démarche, tu sais c'est quoi ton profil. Et ça, j'ai toujours expliqué ça. Il y a tout le temps un profil. Et par rapport au profil, là, tu sais comment est-ce que tu peux t'organiser. Et si tu sais que toi, c'est 5 millions que tu as, il ne faut pas te mentir, ce n'est pas 20 millions que tu as. Même si dans les papiers, tu dis que tu as 20 millions, mais en réalité, tu as 5 millions, il faut te baser sur les 5 millions pour faire ta démarche. Donc, c'est ça le secret de tout ça. Donc, lui, il était resté 5 mois, il avait give up. Mais give up, c'était pas vraiment ce qui est arrivé. Parce que quand il parle de give up, ça veut dire qu'il avait abandonné. Il n'avait pas réellement abandonné. C'est parce que son subconscient continue à travailler. Donc, c'est là l'importance d'avoir la vision. Et combien d'étudiants, combien de personnes ont obtenu leur visa sur la deuxième tentative? Parce que, ou des fois la troisième tentative. La première tentative, des fois, les gens sont rejetés. C'est souvent la deuxième tentative ou la troisième qui se font octroyer le visa. Mais pourquoi? Il faut voir, sur la première tentative, généralement, les gens sont très stressés. Ils y tiennent tellement, mais matériellement, que lorsqu'ils reçoivent une décision de refus, c'est quelque chose, ça devient très problématique et ils sont souvent très dessus. Mais le truc, c'est que quand les gens déposent une deuxième fois ou une troisième fois, vous allez avoir l'impression que les gens s'en foutent. Si ils obtiennent le visa ou pas, c'est pas grave. Ça, souvent, ils oublient même ils ont déposé une deuxième fois. OK? Et c'est là qu'ils obtiennent le visa. C'est là qu'ils obtiennent le visa. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité? Mais c'est le subconscient qui travaille. Donc, le travail matériel, ça se fait déjà. Mais le travail spirituel, le travail de la pensée, de l'imagination, ça continue à se faire au niveau du subconscient et c'est là la différence. Quand vous continuez à travailler votre subconscient, le subconscient, ça vient, c'est automatique. Hein. Et lui, il jouait au foot avec ses amis, tout ça, il avait oublié tout ça. Mais pendant qu'il jouait au foot, derrière, il pensait à ça parce il a ce rêve, il a cette ambition d'y aller. Il pensait à ça, ce gars-là. Donc, moi, je vous dis que à ce niveau-là, le give-up, c'était pas vraiment un give-up. Le give-up matériel, oui. Le give-up de démarche, d'aller contacter des personnes, oui. Mais c'était pas vraiment un give-up en termes de spirituel. Et ça, c'est important. Le spirituel, je pense, les amis, c'est 80% de votre chance d'obtenir le visa. Le spirituel, c'est même pas le papier. Le papier, ça, tu peux avoir 100 millions, tu peux avoir la meilleure admission, tu peux obtenir une admission dans la meilleure école avec une formation et tu te vois refuser le visa. Donc, c'est le spirituel, 80%. OK?
on va continuer. Daouda est là, un cousin qui est venu de Chapeau. Je ne peux plus aller parce qu'ils vont nous dire non et nous. Mais avec nos mamans, quand tu lâches, elle ne lâche pas. Elle est ouais. Bon, vous voyez, ça c'est l'important aussi d'être entouré de bonnes personnes, des gens qui sont là pour vous, les gens qui veulent votre réussite. Parce que c'est important, il y a des personnes sur qui vous allez collaborer sur un projet. En réalité, ces personnes-là, ça ne tient pas vraiment à cœur, là, votre projet. Donc, ils s'en foutent complètement de si vous allez réussir ou pas. Ils vont faire les choses sans pour autant rentrer, se mettre à votre place. Donc, vous voyez, c'est l'importance d'être bien accompagné dans cette logique-là quand vous voulez et surtout être entouré de très bonnes personnes. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un de la famille typiquement qu'il faut prendre. Ça peut être un oncle, un ami, une copine, un copain, dépendamment de la relation. Mais il faut être entouré une personne qui tient à cœur votre projet et qui comprend, qui vous accompagne, mais spirituellement, dans ce que vous voulez faire. Il m'a appelé le matin pour me dire que d'aller le trouver à Dakar. Je suis allé, le gars m'a donné le billet. Acheter le billet, ça restait $20 en cash. Il m'a donné ça, ce qui reste pour argent de poche. Bon, le billet est acheté, $20. Il lui reste $20. C'est avec $20 qu'il doit aller aux États-Unis. Voilà. Ils sont restés 5 mois. Sans argent, il ne pouvait pas acheter le billet d'avion. Là, maintenant, il a $20. C'est avec $20 qu'il va aller aux États-Unis. Et la suite est incroyable. Et c'est comme ça que je suis arrivé à New York, débarqué avec ces $20-là, 10 000 francs CFA. $20 dans la poche. Ouais. 10 000 francs CFA. Les amis, c'est 10 000 francs CFA qu'il a débarqué à New York il y a 25 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est possible de débarquer avec 10 000 francs CFA au Canada, par exemple, pour faire des études? Est-ce que c'est possible? J'aimerais voir ça dans vos commentaires. Parce que moi, j'ai fait une autre vidéo. OK? Je vais voir dans les commentaires qu'est-ce que les gens pensent. Mais je vais faire une autre vidéo et je vais vous expliquer si c'est possible avec 10 000 francs CFA de venir au Canada et faire des études, finir ses études, travailler, finir ses études, travailler, finir ses études et devenir ce que vous voulez être. Donc, moi, je fais une autre vidéo par rapport à ça, mais dans les commentaires, j'aimerais savoir si vous pensez que de nos jours, en 2024, si c'est possible de venir étudier au Canada avec 10 000 francs CFA. J'avais un mail avec un cœur rempli de rêves, avec beaucoup d'espoir, beaucoup d'énergie. Voilà. Donc, vous voyez encore, je vous dis, Tchonia donne ici une leçon incroyable. Moi, honnêtement, j'aimerais vraiment le rencontrer, quoi. Parce que il donne une leçon incroyable. L'argent, il en parle un peu. Et l'argent, vous voyez qu'il n'y a pas d'argent. Hein? There is no money. Il n'a pas de sous. Mais il parle d'énergie. Il parle de rêve. Il parle de vision. Il avait faim. Tchonia avait faim. Un jeune qui débarque à New York, il avait faim, il avait envie de réaliser quelque chose. Et c'est ça qui fait la différence. Alors donc, ici, Tchonia a débarqué à New York avec $20 et là, c'est son énergie, c'est son ambition, c'est sa vision qui va lui permettre de passer à travers toutes ces étapes-là. Parce que j'avais promis à ma mère à 12 ans qu'un jour, je vais le trouver pleurer à 4h, 5h du matin. Par désespoir, et je lui ai dit, un jour viendra, ton fils, je vais grandir, je vais travailler, je vais changer ta vie. Why? Alors donc, pourquoi tu décides un jour de dire, OK, moi, je vais quitter mon pays, mon petit village où j'ai grandi pour aller me chercher en Occident? Pourquoi? Le pourquoi de Tchonia, c'est ça. Donc, c'est important quand vous faites des démarches, là, c'est important. Toute cette partie-là, vous voyez, il ne parle pas d'argent encore. Il parle de pourquoi. Qu'est-ce qui l'anime au fond? Qu'est-ce qu'il y a au fond de son cœur? Et c'est ça, sa puissance. C'est ça son carburant en réalité. Et c'est ça qui lui fait fonctionner. C'est ça qui a fait qu'il est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui, parce qu'il y a un pourquoi, mais qui est noble.
c'était une promesse, ma première promesse, qu'il ne m'a jamais lâché. Et le jour où je suis arrivé aux États-Unis, je me rappelle, un ami de la famille As m'a pris de l'aéroport, on est arrivé, je lui ai dit, bon, j'ai $20, je veux acheter un stand pour appeler, il n'y avait pas WhatsApp. Il fallait appeler des cartes. Et tu craches l'appel. Et il n'y avait pas beaucoup de cellulaires en Afrique. Donc, dans tout le quartier à Médina, là où j'habitais, Médina Baba, il y avait une maison qui avait téléphone. Donc, il faut appeler là-bas. Après, on te dit, oui, là, on va aller appeler ta maman, tu reviens. Tu rappelles encore. Bon, là, je pense que c'est quelque chose que la plupart... Alors, donc, si... Je pense que la plupart des personnes hein, qui ont eu des parents très tôt, hein, dans les années avant l'avènement des cellulaires et tout, qui, le parent était à l'étranger, ils connaissent cette histoire-là, c'est vrai. Moi, j'ai connu ça avec ma famille, qui était partie, ils sont partis en Europe de quand même très longtemps. Et c'est le processus, hein, c'est un classique. Il fallait aller chez nous à l'époque, il fallait partir chez un service de l'État d'élevage, ok, où ils appelaient et il fallait venir nous chercher, on venait, il rappelait à nouveau, et là, chacun avait 30 secondes, hein, chacun avait 30 secondes pour parler, parce que c'est sûr que c'était cher quand même, mais c'était surtout les dimanches ou les samedis, quand tout le monde était là, et c'était incroyable d'entendre juste la voix de la personne qui est là-bas et de parler avec, c'était quelque chose. Et c'était réconfortant et tout. Et je pense que la personne aussi qui était en Occident, ça lui faisait tellement plaisir parce que vous voyez aujourd'hui, les gens, quand ils voyagent, la famille, c'est ça qui manque le plus. Et le fait juste d'être en contact, c'est quelque chose qui fait du bien, quoi. Parce qu'en Occident, il y a la vie solitaire et tout, c'est pas facile. On traverse tellement de choses et voilà. Donc aujourd'hui, on a WhatsApp, on a tous les appels vidéo et tout, donc ça va beaucoup mieux, quoi. Mais à l'époque, je pense que les gens s'en souviennent, quoi. Donc, j'avais acheté $10 de carte. Et j'appelle, on me dit, oui, on va aller appeler maman. 15 minutes après, j'appelle. Elle est là, elle me dit, est-ce que tu vas bien? Je dis, tu sais, non, maman, elle se soucie toujours de ta vie si tu es OK. Et elle savait que ça ne va pas. Parce que là, moi, il fallait repousser les limites. J'avais rêvé mon rêve était d'arriver aux États-Unis. Maintenant, je suis là, je fais quoi? Bon, ça, c'est l'autre partie. Et ça, c'est super important. Repousser les limites. Il est arrivé, le rêve et la réalité. Ça, je vois des fois beaucoup de personnes dire, ah, mais c'est pas facile l'Europe. Et même, surtout les personnes qui sont arrivées, ils vont dire aux autres, ah, c'est pas facile, c'est pas facile. Oui, c'est vrai, c'est pas facile. Et vous ne pouvez pas vivre la réalité tant que vous n'êtes pas sur le terrain. Il y a les personnes qui sont là-bas qui rêvent et ceux qui vivent sur place vivent la réalité. Donc, c'est impossible de dire à quelqu'un qui est en train de rêver de vivre la réalité. C'est impossible. Ça fait 10 ans que je travaille avec des étudiants et j'ai réussi à faire cette transition-là de dire, OK, je sais que tu vis ton rêve et mon travail, c'est de t'accompagner pour que tu puisses réaliser ton rêve, mais pas de te faire vivre la réalité. Ce que moi je fais en contrepartie, c'est de minimiser les dégâts. Ça veut dire que de m'assurer que quand tu vas arriver, bon, tu vas pas chuter, tu vas pas avoir une chute libre. Au moins, tu vas peut-être affronter la réalité tranquillement, mais au moins, ça serait pas extra, quoi. Voilà, donc c'est ça, au fait, mon boulot dans tout ça. Mais, vous voyez que c'est partout, que ce soit il y a 20 ans, il y a 50 ans, et que ce soit aujourd'hui en 2024, c'est la même chose. Il y a un gros décalage entre le rêve et la réalité. Et ça, malheureusement, vous ne pouvez pas vous l'enlever, quoi. Donc, c'est quelque chose qui est là, c'est comme ça, et il faut vraiment faire avec. OK? Voilà. Et lui, il a dit, tu arrives, tu affrontes une nouvelle réalité, il faut maintenant avoir de nouveaux rêves. Il faut avoir de nouveaux rêves, il faut repousser les limites, il faut aller au-delà de qu'est-ce que vous pensez faire au début. Pour repousser et recommencer, il faut d'autres rêves, quoi. Il faut aller tout de suite trouver du travail. J'ai pas de famille ici, là-bas, j'ai pas les moyens, tout est beau, il y a l'anglais qui est très rapide, je comprenais pas beaucoup. Voilà, donc ça c'est, vous voyez, lui, il a quelque chose. C'est l'anglais qui est plus rapide,
il faut apprendre à nouveau, c'est une nouvelle vie, c'est comme si il faut recommencer sa vie au complet, même s'il avait à l'époque 20 quelques années. Voilà, donc c'est comme ça. Mais il fallait recommencer, il fallait repousser les limites, il fallait trouver du travail. Voilà, mais je vois que les personnes qui viennent au Canada de nos jours, voilà, donc c'est sûr que c'est l'accent qui est différent, mais vous parlez français, vous venez au Canada, surtout au Québec ou dans les villes francophones ou dans les provinces francophones, voilà, vous pouvez quand même avoir une communication de base, même si l'accent est difficile à comprendre au début, quoi. Mais ça se fait quand même, OK? Donc, je vois pas la difficulté, quoi. La culture, la nourriture, j'ai laissé tout ce que j'aimais, mon pays, ma nourriture, ma culture, ma famille, tout était derrière. Je suis seul dans un pays comme les États-Unis et je devais tout de suite réussir parce que Il devait tout de suite réussir. C'est une pression qui s'est mis lui-même. OK? C'est une pression. Il fallait qu'il se mette lui-même une pression pour y arriver. Lui, son but, c'était pas d'arriver aux États-Unis et d'avoir la belle vie comme ça, là, en train de aller dans les clubs, aller danser, aller commencer à trouver les go, là, les petites, là, coller les petites et tout. C'était pas c'était pas ça son but en réalité. Il n'était pas venu aux États-Unis pour trouver voilà, comme quand on voit les clips, quand on est au pays, on voit les clips, voilà, les films des campus, des universités américaines et tout. Voilà, tu te dis, man, je vais aller avoir une belle vie là-bas, quoi, sur les campus, la vie de campus et tout. Voilà, donc lui, hey, il n'était pas venu juste pour ça. Il fallait réussir et sa réussite, il y avait beaucoup de choses qu'il fallait éliminer. il fallait coûte que coûte changer sa vie. Et quand sur le téléphone, elle a entendu que quand il m'a dit est-ce que ça va, et j'ai commencé à pleurer, le téléphone a coupé. Ah, elle a pleuré, poup, ça me donne même des. Et là, Ouais, donc là, vous voyez, là, lui, ce qu'il dit, il a commencé à pleurer. Et je pense que Chonya, cet entretien-là, il explique des choses que beaucoup de personnes ont vécues. Et je pense que c'est super important que les gens se comprennent que ce qui leur arrive quand ils arrivent en Occident, les premiers mois que tu arrives, tu es tout seul et tu dois te battre pour arriver, c'est normal de pleurer. Même un homme, c'est normal de pleurer. Le fait de pleurer, ça vous enlève un stress de plus. C'est normal et ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Tous les étudiants qui arrivent, parce qu'avec le décalage du rêve et de la réalité, et le fait de dire, OK, je veux réussir, c'est normal à un moment donné de frapper un mur et de dire, OK, je pleure parce que j'ai frappé un mur. Il ne faut pas avoir honte de ça. Tout le monde a passé par là, y compris moi-même. Parce que moi, je suis arrivé au Canada, il n'y avait aucun membre de ma famille au Canada. Aucun. Aujourd'hui, ils sont plusieurs ici. Mais il n'y avait aucun membre de ma famille ici. Oui, tu frappes un mur et tu pleures. Et c'est normal. ça me reste 10 dollars et je m'enseigne un peu de pizza. Maintenant, presque l'argent est fini. Il fallait que je dise à Asdian, qui m'écoute, il est toujours à New York, un gars extraordinaire qui m'a beaucoup aidé, beaucoup soutenu chez lui. Tout de suite, il fallait trouver du travail. L'important, c'est quand on arrive d'avoir un bon réseau, d'avoir des personnes sur qui on peut compter. Et des fois, ce n'est même pas une question d'argent. Vous voyez, ici, l'important, c'est que Asdien, je pense que je l'ai bien prononcé, ne l'a pas donné de l'argent. Ne me donne pas du poisson. Apprends-moi à pêcher. Mais Sonia, il est incroyable, quoi, ce monsieur. Et il a, Asdien lui a trouvé du travail. Sonia n'a jamais mentionné que ce gars-là lui a donné 20 dollars ou 30 dollars. Et il a très bien fait, ce monsieur-là, de l'amener à trouver un travail. Et des fois, vous allez arriver dans un pays, vous allez avoir des difficultés financières, que ce soit les premiers jours que vous allez arriver, ou un an après, ou 2 ans après, vous allez à un moment donné tomber sur les difficultés financières. L'Europe, c'est comme ça, l'Occident, c'est comme ça. Vous allez arriver riche,
mais vous allez finir à un moment donné que ça peut arriver que vous ayez des problèmes financiers. OK? Donc, lui, à ce moment-là, il y a quelqu'un qui l'a aidé à trouver du travail. Et c'est ça le plus important. Et il est parti comme ça, avec un emploi. C'est comme ça, elle m'a amené chez Ben, dans un restaurant mexicain, et j'ai trouvé le travail là-bas pour nettoyer les tables. Le plus beau jour de ma vie, c'est arrivé de... Nettoyer les tables, les amis. Dans un restaurant, je nettoie les tables. Et je vois des étudiants, ils arrivent, non, parce que moi, au pays, j'avais un chauffeur, j'avais une voiture, voilà, donc il y avait une femme qui faisait le ménage, même les vêtements, là, ils ne pouvaient même pas laver leurs propres vêtements. C'était la femme de ménage qui lavait leurs vêtements et tout. Et ici, quand ils arrivent ici, ils veulent trouver le même confort, ça vous coûte une fortune. Avoir un chauffeur ici, privé, ça vous coûte une fortune. Avoir une femme de ménage chez vous, ça vous coûte une fortune. Avoir quelqu'un qui vous prépare la nourriture, ça vous coûte une fortune. Donc, vous ne pouvez pas arriver ici et penser que vous allez être dans le même confort que vous étiez au pays. Même si vous étiez multimillionnaire au pays, là. Mais quand vous arrivez ici, vous êtes au même pied d'égalité que la personne qui vient du village, là. Et je veux vous dire une chose, là. Les gens, généralement, qui viennent des villages, réussissent mieux que ceux qui viennent des grandes villes avec tout le confort et tout. Et j'en ai vu. Ça fait 10 ans que je suis ici et j'en ai vu. Mais après, quand j'ai reçu mon premier chèque, comme vous tous, hein, quand on est aux États-Unis, le premier chèque, on va à Western Union, MoneyGram. Premier chèque, qu'est-ce qu'on fait généralement? Premier chèque. C'est le chèque où on veut que la prière, la bénédiction se fait, on dit merci. C'est une façon de dire merci, les amis. C'est un débat, hein. Est-ce qu'il faut faire ça? Est-ce qu'il ne faut pas le faire? Mais c'est un débat. Mais c'est une façon de dire merci à la personne qui nous a aidés, surtout à sa maman. Et de continuer à avoir sa bénédiction et ses prières. Même s'il n'avait pas donné rien du tout, mais il allait continuer toujours à avoir la bénédiction de la part de sa mère. Ça, c'est sûr et certain. Mais c'était une façon de dire merci. C'est vrai que c'est un débat de dire est-ce qu'il faut donner, est-ce qu'il ne faut pas donner, est-ce qu'il faut faire ci, est-ce qu'il faut attendre de réussir d'abord avant de pouvoir montrer qu'on a réussi, etc. Donc, c'est un débat. OK? Donc, ça va être l'objet d'une autre vidéo et tout. Mais à ce niveau-là, c'était une façon de dire merci. Et je pense que tout le monde a passé par là, moi y compris, j'ai passé par là. Premier chèque, tu prends tout, tu envoies. Tu n'as rien du tout, tu prends tout, tu envoies. Et tu attends le deuxième chèque et c'est là vraiment que tu commences à gérer tes affaires comme il faut. Voilà. Donc, je pense que tout le monde, dans les commentaires, vous allez pouvoir mettre si vous avez donné la totalité, vous avez donné, combien vous avez donné en réalité, quoi. Ce jour-là, j'étais impatient parce que le bus a pris un peu de retard. Moi-même, j'ai couru là-bas jusqu'à Western Union pour avoir l'argent à ma mère. Et alhamdoulilah, depuis ce jour-là, chaque mois, ça fait 25 ans presque, maintenant 24 ans. Et ça a changé ma vie complètement. Et voilà mon petite histoire, pourquoi je suis allé aux États-Unis. C'était vraiment pour maman. Maintenant, j'ai trouvé que j'ai aussi... Voilà. Donc, vous voyez, il revient encore le why. Pourquoi c'est important? Le why, c'est important. Pourquoi il est parti aux États-Unis? Pourquoi? Qu'est-ce qui l'anime et qu'est-ce qui continue de l'animer? Il va lui dire encore. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, qu'il est retourné au Sénégal pour aller faire des investissements là-bas? Et c'est pas facile. Hein? Ça ne veut pas dire qu'il est retourné au Sénégal avec ses milliards, que c'est facile pour lui. Je pense que vous devez aller écouter la vidéo, regarder la vidéo et vous allez voir que ce n'est pas du tout facile. Oui. Beaucoup de mamans en Afrique qui ont besoin de nous. Beaucoup de nos sœurs ont besoin de nous. Beaucoup de notre jeunesse, au-delà du Sénégal, africaine, a besoin de nous. Ce qui a motivé aussi mon retour. C'est ça, c'est justement la prochaine question. Bon, si vous voulez écouter vraiment, regarder l'entretien complet, donc c'est disponible sur la chaîne de Parlons de Business. C'est bien, j'ai mis vraiment le titre là, donc vous allez pouvoir faire une recherche sur Google. Vous allez pouvoir voir le titre au complet, vous allez aller regarder l'entretien. Et moi, je pense que je ne vais pas faire plus de commentaires que ça, mais vraiment, Tchonya, j'aimerais bien, mais vraiment, pour tout ce qui concerne ce parcours d'étudiant, vraiment, j'aimerais vraiment détailler ça parce que là, parlons de business, parle de business, mais moi, je parle beaucoup plus des étudiants et tout. Mais j'aimerais bien vraiment discuter avec lui. Donc, si vous avez des contacts avec lui, tout ça, etc., donc vous pouvez peut-être nous mettre en relation et je vais pouvoir parler avec lui.